Un e-book qui faisait une quarantaine, cinquantaine de pages, tu pouvais le vendre 20 euros, 30 euros. Et certains, c'était comme ça, c'est je vis de mon blog en vendant un e-book. Ça se proposait pas en lead magnet, c'était ce que tu vendais, quoi. Le client européen, il va télécharger Yuka, il va mettre 6 mois, 1 an avant de devenir payant. C'est pour te dire qu'en fait, que ici, c'est une habitude de consommation de se dire, je paye pour avoir mieux. Alors que moi, j'ai déjà acheté du high ticket à un francophone et j'ai été déçue. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Amel Rachem, qui est mentor business, mais aussi créatrice d'un SaaS qui s'appelle MyClub. Donc, c'est dédié à la formation en ligne. Amel, elle a un parcours unique. Elle a commencé assez tôt sur l'infoprenariat et ensuite elle a décidé de créer un SaaS qui découle de son expérience. On va en parler justement. Et elle est aussi, elle était expatriée à l'île Maurice. On s'est croisés quand je suis revenu il y a quelques mois ici. Et maintenant, elle est en Floride, aux États-Unis. Justement, du coup, là, je vais l'interviewer. Elle va partager avec nous ses meilleures leçons pour stabiliser une activité. Comme ça fait longtemps qu'elle est dans l'infoprenariat et qu'elle a plusieurs business, en tout cas un business model assez varié. Qu'est-ce qu'elle tire de son parcours dans l'infoprenariat et comment elle vit aussi son expatriation à l'étranger tout en créant un SaaS. Donc c'est parti. Hello Amel. Salut Kevin. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Et toi, j'espère que tu vas bien et merci pour cette invitation dans ton podcast. Yes, écoute, ça va super bien. Malgré les calls que j'enchaîne, ça s'entendra C'est peut-être à vrai. ma voix. Ouais. Moi, je débute ma journée et toi, tu la termines. Oui, Avec le c'est ça. décalage Je horaire. débute. Ouais, Moi, je termine ma journée, ouais, c'est ça. exactement. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors, je suis donc Amel Rachem, je suis donc entrepreneur depuis 2009 dans le business en ligne. J'ai commencé à l'ère des blogs, où les blogs faisaient fureur avec du SEO, etc., où tu te positionnais assez facilement et puis avoir de la visibilité avec Facebook. Tu mettais un post, tu étais très visible. C'était la belle époque de visibilité. Et puis j'ai évolué vers différentes façons de travailler. Et puis avec, comme beaucoup de monde, avec juste avant le Covid, moi c'était juste avant en fait que ça arrive. Eh bien, j'avais lancé ma première formation en ligne à High Ticket et de là, on a découlé tout mon engouement autour de l'infoprenariat, c'est-à-dire masterclass, tunnel de vente, formation en ligne avec de l'accompagnement parce que j'ai toujours été quelqu'un qui adore accompagner pour que les clients aillent au bout de leur process. Et puis ensuite, j'utilisais un logiciel qui me plaisait pas trop. Et puis j'avais cette idée folle en tête en me disant j'aimerais bien créer le mien. Et c'est comme ça que je suis devenue, donc que je suis passée de business mentor à aujourd'hui CEO de SaaS. Côté perso, j'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis expatriée depuis 4 ans. Donc là, on va fêter notre 4e bougie d'expatriation dans quelques jours. Et on a commencé par l'île Maurice. Et puis là, on a débarqué et posé nos valises en Floride depuis quelques mois. Super intéressant, très complet comme description. Du coup, tu as un parcours assez riche. Tu as commencé du coup sur Internet en 2009, c'est ça ? 2009. Oui, c'est ça. Ok. En quelques mots, tu as commencé par faire quoi en 2009 du coup ? En 2009, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, donc je me suis lancée dans le coaching, donc, parce que je suis éducatrice spécialisée, professionnelle de la relation d'aide. Et donc, pour moi, c'était logique d'aller vers le même métier, mais juste le proposer en étant payée par mes clients et pas par un patron. Et quand je me suis lancée, j'ai commencé à avoir quelques clients à droite, à gauche, etc., avec le réseau, les amis, le bouche à oreille. Mais je voulais avoir une plus grande portée et j'avais créé un blog.
Je me souviens très bien, donc du nom de mon blog, c'était familleheureuse.fr, quelque chose comme ça. Je me souviens plus si c'était .com ou .fr. Et puis ce blog, rapidement, il était visible sur les réseaux. C'était l'époque où tu mets un billet de blog en ligne, tu as 200 visiteurs dans la première heure, tu envoies une newsletter, tu en as 1500 la même journée. Et, et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai lancé ma première exposition, je dirais, sur les réseaux sociaux et Internet. C'était pour décupler un petit peu ma force de frappe et avoir plus de clients à l'époque où le blogging commençait à être à la mode. Il était déjà à la mode en fait aux États-Unis et il commence à arriver en France avec Olivier Roland, etc., etc. Et donc du coup, c'était ok, moi je vais créer mon blog et puis je faisais en sorte de créer des articles avec des mots-clés de longue traîne qui étaient directement positionnés en concurrence avec les sites de type psychologie. Très stylé. Moi, je me souviens, je crois que le premier infopreneur que j'ai découvert sans être dans l'infopreneuriat, c'était en 2012. Pas justement dans le cadre de l'infopreneuriat, c'est justement quand je me renseignais sur les blogs et que j'ai commencé à télécharger des lead magnets sans savoir à l'époque ce que c'était ça. Je crois que c'était Alexandre Ross qui avait un blog sur, c'était lifestyle, je sais plus quoi, vie pratique. Je crois qu'il était dans la séduction, lui, ou un truc dans le genre. Il en avait peut-être plusieurs, mais moi je sais que c'était lifestyle, un truc comme ça, le style vestimentaire, des choses comme ça. Donc en 2012, je commençais à regarder un peu les blogs à ce sujet-là. J'avais 20 ans à l'époque. Et en 2019, quand là je me suis lancé avec Lionel, que tu connais, oui. Lionel qui est mon ancien associé, c'est là que je suis retombé sur Alexandre Ross parce que du coup, il était client de Lionel. Et du coup, je me suis dit, putain, en fait, lui, je le connaissais il y a 7 ans, mais en fait, il fait du business. C'était trop marrant. C'est vrai parce que lui, de voir le lien entre les deux. Exactement, il y en a certains qui font du business donc en ligne depuis les années 2000 et donc du coup, on a évolué dans nos pratiques avec l'évolution d'Internet. À l'époque, il n'y avait que Facebook comme réseau social et Twitter. Et c'est vrai que on était tous sur Twitter et sur Facebook et c'était très facile d'avoir des abonnés, c'était très facile d'avoir de la visibilité. Et puis rapidement, on était invités et je me souviens qu'après, en 2012, j'ai lancé un média presse. Donc, j'avais créé un magazine pour la vie de famille et le développement personnel. Et ce magazine, pareil, pour le développer, aujourd'hui, ce que je faisais avec ce magazine-là, j'avais une équipe de 20 chroniqueurs dans ce magazine. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce que je faisais avec ce magazine, ça ressemblait beaucoup à de l'influence marketing parce que j'avais plein de partenariats, des collaborations, des annonces publicitaires dans le magazine. C'était la belle époque où j'avais plein de cadeaux reçus à la maison des marques. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, il faut évoluer avec son temps. Et là, il y a Instagram qui est arrivé peu de temps après. Je ne sais plus c'est en quelle année qu'Instagram a été créé. Et puis les choses commencent à évoluer, à bouger. Et puis c'est vrai que TikTok a apporté une grosse révolution avec la montée des vidéos courtes, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu facile de faire du business en ligne. Quand je dis facile, c'est la porte d'entrée. Je ne dis pas que c'est facile d'en faire, mais la concurrence, elle est rude. Il y a beaucoup, beaucoup de monde sur les réseaux. Tout le monde veut être visible. Et même ceux qui ne font pas de business utilisent les réseaux sociaux comme des entrepreneurs avec l'influence ou la création de contenu, l'UGC. Et c'est vrai que on a vu, en tout cas, les dinosaures, comme on nous appelle, les dinosaures du web, là, de l'infopreneuriat, on a vu cette évolution passer, et puis avec les modes de consommation qui sont différents. Avant, tu proposais le e-book, ça se proposait pas en lead magnet, c'était ce que tu vendais, quoi. Ah ouais. Oui. Ok, on voit la différence. Voilà, un e-book qui faisait une quarantaine, cinquantaine de pages, tu pouvais le vendre 20 €, 30 €. Et certains, c'était comme ça, c'est je vis de mon blog en vendant un e-book. Ouais, je vois le business model. Justement, tiens, avec le recul, sur toute cette évolution de l'infopreneuriat et depuis que tu t'es lancé, est-ce qu'il y a 3 à 5 grandes leçons intemporelles que tu retiens de ton parcours pour stabiliser ses ventes et pérenniser son business?
Alors, pour moi, la chose qui est intemporelle, qui m'a permis du coup de conserver une entreprise qui est toujours viable et pérenne depuis 15 ans, c'est la qualité de production, c'est-à-dire de produire de la qualité pour ses clients. Et peu importe ce qu'on fait, que ce soit du conseil, du service, de l'accompagnement, de la formation, si on sert vraiment ses clients et qu'ils en sont satisfaits, que la transformation a lieu chez eux, dans leur business, dans leur vie, peu importe ce qu'ils achètent chez vous en fait, eh bien à ce moment-là, ça va permettre de pérenniser à travers les années. Parce que moi aujourd'hui, j'ai des clients, là par exemple j'ai une personne en accompagnement business mentorat, j'en ai que quelques-uns vu que j'ai beaucoup de choses à faire avec le logiciel. Eh bien elle est ma cliente, elle a été ma cliente en 2019 pour une formation. Elle est revenue vers moi là en début d'année et elle était ma cliente du magazine. Donc elle était abonnée au magazine il y a 12 ans. Et donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui elle a confiance en moi, c'est parce qu'elle connaît la qualité et la valeur que je transmets à mes clients, parce que je me prends la tête pour que ce soit plus que mieux. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir un super bouche à oreille à travers les années. Et donc, j'ai toujours, en fait, comme ça, des clients qui viennent, soit de la part de gens qui me connaissent, ou soit des anciens clients qui ont une nouvelle problématique, ils savent que je peux l'aider à la résoudre et ils reviennent vers moi. Et ça, clairement, ça peut paraître contre-intuitif par rapport à Internet, mais pas du tout en fait. C'est-à-dire que dès lors que tu captes tes clients, que ce soit par une masterclass, de la communication sur les réseaux, peu importe le canal d'acquisition qu'on a, si derrière on a une vraie force de frappe et qu'on fait quelque chose qui change vraiment la vie des gens et les gens en sont satisfaits, clairement, ils seront tes propres médias. Et c'est des médias qui ne disparaîtront pas, comme ton compte Instagram qui pourrait être supprimé du jour au lendemain, quoi. Et C'est ça, ça. c'est quelque chose qui, pour moi, c'est le conseil intemporel de communication qui est trop bâclé dans le monde de l'infoprenariat. Parce que quand on fait de la vente de masse avec publicité Facebook, masterclass, formation, en masse, tu as des centaines de clients et derrière, tu ne peux pas les accompagner réellement. Il y a quoi, 10 à 30% de personnes qui vont aller au bout de ton programme. Et donc, forcément, les 10 à 30%, peut-être que ça ne va pas changer leur vie. Et, enfin voilà, c'est vraiment ça les statistiques. Ouais. Mais on peut changer Moi, la donne. On m'avait même dit 10%, je crois. Oui, en fait c'est 10%, 10 à 30%. Et puis quand tu te prends bien la tête et que tu fais bien les choses et que t'es pas... moi par exemple, quand j'ai été accompagnée par un marketeur, à un moment donné, il voulait me pousser à aller vers le million et finalement, j'y suis pas allée parce que ça m'intéressait pas de faire en sorte que mes clients soient accompagnés par quelqu'un d'autre que moi. Parce que clairement, j'ai testé, ça ne fonctionnait pas. Les gens, ils viennent pour notre personnalité. Je dis pas qu'on ne doit pas vendre de produits one shot, etc. Mais ça se vend pas 900 euros, ça se vend pas 1500, ça se vend 90 balles, 150 balles. Et je sais plus, je me suis perdue dans le fil de ma pensée, mais En gros, tu nous disais que les gens viennent pour toi. Et du coup, tu n'es pas à ouais, l'aise avec exactement. l'idée de mettre des coachs à ta place. Ouais, exactement. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, voilà, c'est de privilégier la qualité. Voilà, j'en venais par rapport aux statistiques. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les KPI. Je regarde mes statistiques. C'est un truc, ça fait partie de mes routines matinales. Quand je me connecte sur mon ordinateur, je regarde mes KPI du jour. Et en fait, les KPI que j'avais, moi, en formation, c'était 80% de taux de complétion. Et j'en suis très fière et je sais que très peu de personnes ont ce genre de KPI par rapport au taux de complétion parce que je les laisse pas tomber, quoi. C'est-à-dire que derrière, il y a toujours un petit email, on va comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Et les personnes qui finissent pas la formation, je me rends compte que c'est des histoires que tout le monde on peut vivre. Je me souviens d'une cliente qui avait sa fille qui était tombée malade et qui était partie à l'hôpital et qui c'était quelque chose d'assez lourd. Enfin, c'est des choses comme ça qui les empêchent de terminer. Et ok, tu termines pas et peut-être qu'un jour tu la reprendras, mais c'est normal que tu termines pas la formation. Ça n'a rien à voir avec Ouais. le contenu et la qualité. Et l'idée, Ouais. c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on peut se remettre en question dans son travail, dans son professionnalisme, pour faire en sorte que le contenu, en fait, on dépasse ces statistiques imposées qui sont de 10 à 30%. Et comme tu as dit, les gens disent 10 parce que c'est 10%, c'est la majorité qui font du 10%. Ceux qui vont être bons, ils vont faire du 30%. Mais on peut être très bon. Et moi, j'en suis la preuve, en tout cas, du taux de complétion.
Alors, je tease un petit peu la suite, mais j'imagine que dans My Club, tu fais en sorte que le taux de complétion soit plus haut. C'est ça, exactement, parce que je me Oh. suis formée effectivement à apprendre à apprendre, donc how to learn, et tous les fondamentaux de l'apprentissage chez l'adulte, en fait, eh bien, sont mis en place effectivement au sein de My Club. Parfait, bah, du coup, on va en parler un peu plus tard. Si on devait continuer un petit peu encore sur une deuxième leçon, par exemple, que tu retiens de ton parcours intemporel pour stabiliser ton business et potentiellement stabiliser tes Oui, ventes et tes ensuite ton revenus, business, ce serait quoi? ouais, et ton. La deuxième leçon, c'est de toujours avoir un mindset. En fait, c'est son mindset. C'est ton mindset qui te tire vers le haut et de travailler ton état d'esprit, peu importe de la manière dont tu le travailles, parce qu'on va tous avoir des besoins différents à des moments particuliers de nos vies. Ça peut être le sport, ça peut être un accompagnement alimentaire, ça peut être un accompagnement mindset pur et dur, travailler la loi de l'attraction, peu importe. En tout cas, au moment où on ressent un besoin de travailler un sujet au niveau de notre état d'esprit, il faut le faire pour aller plus haut en fait et travailler sa capacité de résilience. Parce que l'entrepreneuriat, c'est tomber par terre, d'avoir les genoux complètement écorchés, mais l'idée c'est de pas être le gamin qui va pleurer et d'aller dans les jupons de sa mère, c'est d'être le gamin qui se relève et qui se dit bon, si je dois aller chez ma mère, c'est juste pour aller mettre un pansement et repartir jouer. Et l'idée c'est ça, c'est de se dire on va se prendre des murs, on va se faire mal, on va avoir des difficultés de dingue à certains moments, mais l'idée c'est de se relever super vite en fait. Et plus tu te relèves vite, et plus l'échec sera court. Donc se relever Ça, c'est vite. vraiment, ouais, se relever vite, ouais, et d'avoir un mindset avec une vision, une vraie vision. Tu vois, je me souviens une fois quand je m'étais formée au tout début à comment animer une masterclass. C'était, je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie de critiquer son pourquoi, mais de manière visible et nominale. Mais je me souviens que ce formateur, il disait, ouais, moi mon grand why, c'est de sauver les baleines, etc., etc. Et, et je me dis, c'est bizarre qu'en fait, moi, je me sentais pas du tout touchée par ce grand why. On peut avoir cette envie d'écologie, de sauver, enfin, d'être proche de la nature, etc. Mais c'est pas quelque chose, moi, qui me tractait dans mon business. Et donc, il a fallu que je travaille. Je me suis rendu compte que moi, mon why, il peut paraître beaucoup plus petit par rapport à cette histoire de je veux sauver toutes les baleines de la planète. Mais c'est d'avoir une vie de famille équilibrée et de profiter au quotidien avec mes enfants. et, mon, et c'est vrai qu'au niveau de ton mindset, en fait, si tu connais bien ton why, un vrai why, hein, pas le why de la société, que la société veut t'imposer, ton propre why, eh bien, c'est clair que tu vas t'en souvenir et tu vas te dire, attends, aujourd'hui, j'ai pas de force, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la bonne humeur pour aller travailler, mais tu repenses, tu regardes, si tu mets des phrases ou des photos ou peu importe, des choses qui te rappellent ton why sur ton bureau, dis, ok, je le fais pour ça, et tu y arrives. Tu feras pas aussi bien que les jours où tu es en forme, mais tu feras. Hmm. Ça, c'est Ouais. hyper important. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait et je dirais pas que le why est petit parce que du coup j'ai un why qui va être similaire. Oui. C'est de développer un business qui permet de mettre ma famille ou ma future famille à l'abri et du coup de Mm, mm. permettre à mes clients aussi de le faire. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est un grand why. Je considère justement que c'est un grand why, mais la société, enfin, l'écosystème de l'infopreneuriat nous envoie le fameux why de tu dois sauver les baleines ou tu dois faire ci ou enfin, tu vois, le Oui, truc. ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir des why plutôt peut-être externes où Oui, c'est exactement. la mission de vie, c'est par exemple le féminisme, des choses comme ça. Ouais, c'est Euh, ça. mais c'est vrai que des fois, on peut se sentir un peu amoindri par rapport à ça. Et c'était mon cas. Par exemple, il y a 2 ans, je me disais, tiens, j'ai pas de passion, j'ai pas de mission. En fait, je fais juste des tunnels pour aider mes clients à faire plus de ventes. Et là, je l'ai trouvé que récemment, tu vois, cette formulation que je t'ai dit, c'est-à-dire Mm. euh, aider, enfin, d'abord mettre ma famille à l'abri ou ma future famille, parce que du coup, j'ai pas encore d'enfants, euh, et du coup, indirectement, aider mes clients à le faire, parce que du coup, le point commun justement, je trouvais que Bah j'avais pas oui, de point commun avec ma cliente idéale, parce que du coup, oui. 99% de ma clientèle, ce sont des femmes, et dans les 99%, il y a peut-être 50-50 de mamans, tu vois, de Mm, mm, mompreneurs. mm. Et du coup, je me Oui, disais, tiens, moi, je suis un mec,
je voyage, j'ai pas d'enfants, j'ai aucun point commun, je comprends pas pourquoi mes clientes viennent vers moi. D'ailleurs, si vous m'écoutez, dites-le moi parce que j'ai besoin d'aide pour mon storytelling, mes contenus, etc. Ça m'aiderait grandement. Ah oui, il faut que tu leur demandes à tes clients, à tes clientes, demande-leur, elles vont sûrement te le dire. Ouais, bah, ce qui ressort, c'est le côté calme, C'est ça. mesuré, Mm, mm. analytique, et à l'opposé de bah, justement des marketeurs qui sont très Dubaï, euh, Oui, les chiffres, tu vois, des millions, c'est je fais ça. 50 millions avec mon agence, etc. Avec ouais, ça va être de l'ego, de l'orgueil ou ce genre de choses qui vont pas attirer toi, les clientes qui sont attirées par toi, qui vont être attirées, comme tu dis, par ce calme et tout ça. Mm. Ouais, c'est Ouais, ça c'est ça. exactement. Écoute, je te propose qu'on bascule à Mm. MyClub. Euh, Ouais, du coup, c'est très stylé que tu sois passé du coup de mentor business à créatrice d'un SaaS. Parce que du coup, pour moi, dans la recherche de la scalabilité, et tu me diras si je me trompe, le SaaS, pour moi, il est un peu au-dessus d'une formation, par exemple. Parce que du coup, au lieu de vendre du contenu, tu vas vendre du code, du coup, de oui. la technologie. Et je trouve que c'est encore plus stylé, si je dois mettre un mot dessus. Donc bravo déjà d'être passé à ce cap-là, de Merci. l'avoir. Et pour la petite histoire, Amel, elle m'a fait une petite démo parce que du coup, on s'est croisés Mm. à l'île Maurice dans le même coworking. Donc elle m'a montré et c'était très cool. Mais du coup, moi, à ce moment-là, je mettais en pause le bootcamp. Tu basculais. Mais Mm, mm. il y aura du nouveau, on va en parler peut-être plus tard. Comment, Ah, comment est née l'idée de MyClub? bah, My Club, l'idée est née en fait, c'est lié à mon expatriation en même temps et à la création de ma première formation en ligne. Donc quand j'ai voulu créer ma première formation en ligne, moi je suis quelqu'un qui aime bien bidouiller. J'étais partie pour aller créer la formation sur mon site WordPress avec un plugin qui s'appelle LearnDash. Et je l'avais acheté il y a quelques années. Tu sais, c'est des logiciels enfin, que tu achètes lifetime là, et c'est un plugin en fait. C'est un plugin que tu ajoutes sur ton site. C'était trop compliqué. J'ai laissé tomber. C'était pas un simple plugin. J'ai pas réussi à le paramétrer comme il fallait, etc. Et d'ailleurs, je l'ai redonné à quelqu'un qui était beaucoup plus geek que moi. Et ensuite, en arrivant à l'île Maurice, enfin en préparant notre arrivée à l'île Maurice, il fallait choisir un logiciel qui soit adapté avec des moyens de paiement compliqués qu'on a quand on est entrepreneur et qu'on a notre société à l'île Maurice. Et là, je me suis tiré les cheveux. D'ailleurs, petite parenthèse, tous ceux qui s'expatrient à l'île Maurice, je vous déconseille de créer votre société à l'île Maurice. Je vous conseille de créer une LLC aux États-Unis et d'ensuite vous envoyer vos revenus à l'île Maurice pour éviter tous ces tracas liés au système de paiement et de plus avoir Stripe. Franchement, ça sert à rien de se prendre la tête parce que c'est complètement fluide ce type de montage. Si je le savais plus tôt, je l'aurais fait plus tôt. Je l'ai fait pendant 2 ans. Mais pendant 2 ans, j'ai galéré avec cette histoire de payment gateway qui était vieillot, avec des bugs, etc. Et il n'y avait une seule plateforme qui proposait ce moyen de paiement-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, j'avais souvent des clients qui se plaignaient dans ma formation. Par exemple, je me suis connectée, mais j'arrive plus à retrouver tel truc et tout. Enfin, voilà, ça manquait d'ergonomie, c'était pas intuitif. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais faut que je crée ma propre. J'aimerais bien créer ma propre plateforme. Cette idée, je l'ai laissée dans ma tête parce que c'est quand même une idée folle de base. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus gros que ce que je pense, que ce que je faisais actuellement au moment où j'ai cette idée. Et je me suis dit, mais c'est impossible que je fasse. Et j'avais, tu vois, ces croyances limitantes en me disant, mais non, je peux pas. Je suis pas de la tech. Je suis pas développeuse. J'ai jamais créé de ça. C'est pas le même business model. Blablabla. Je me mettais plein de freins. Et donc, j'avais cette idée en tête et je l'ai laissée de côté pendant un certain temps. 2 ans sont passés et là, je me suis dit, bon, bah, j'ai bien vendu mes formations, mon business il tourne super bien, j'ai un chiffre d'affaires qui est quand même assez conséquent. Bah, peut-être que ce serait le moment de réenvisager certaines idées. Et j'en reparle à ce moment-là à mon mari, et puis il me dit, ouais, bah, écoute, vas-y, travaille dessus. Et puis donc, j'en parle avec ma sœur, ma sœur, elle est dans le monde de la tech. Et à ce moment-là, donc, on travaille, elle m'aide à travailler sur le cahier des charges. Pour travailler, enfin pour trouver une équipe de développeurs qui comprennent un petit peu ce que j'attendais.
Et c'est comme ça que finalement, on est passé de l'idée à la concrétisation et on s'est retrouvé à créer ce logiciel. Mais je ne l'ai pas fait seul parce que c'était quand même un projet qui est quand même très ambitieux. Et là, je me suis associée à mon mari et aujourd'hui, on gère My Club à deux avec chacun ses domaines de compétences au sein du logiciel. Mais c'est comme ça qu'en tout cas qu'est née l'idée. J'étais pas satisfaite, je voulais quelque chose de plus complet et de plus ergonomique, que ce soit pour moi, que pour le formateur, que en tant que formatrice et coach, que pour le client qui achète nos prestations. L'idée, c'était de pouvoir proposer quelque chose d'assez complet qui permette de faire une formation en ligne et qui soit adapté parce que ce que je déplore aujourd'hui dans les outils qui existent, c'est qu'ils sont tous orientés marketing et que marketing. D'ailleurs, la petite histoire de Kajabi, par exemple, Kajabi, quand ils se sont lancés en 2012, eh bien, ils se sont lancés en tant qu'email marketing. Et ensuite, ils ont fait du tunnel, et ensuite, ils ont fait des masterclass, et ensuite, ils ont ajouté la formation. Donc, on voit bien que quand c'est pas le cœur de métier d'un logiciel, comme par exemple dans System.io, pour le côté francophone, eh bien, on voit bien que tout ce qui va être autour des tunnels, ça fonctionne hyper bien, les logiques de vente, upsell, downsell, order bump, etc. Mais ce qui va être pour le suivi et l'accompagnement du client, eh bien, c'est un peu plus léger, d'accord? Donc, l'idée, c'était de se dire, mais moi, je veux apporter cette qualité à mes clients, parce que tu as bien vu ce que je te disais au tout début, c'était ça, je suis quelqu'un qui est un petit peu obsessionnel sur la qualité et l'excellence. Et l'idée pour moi, c'est de me dire, je veux que mon client, il aille au bout, je veux qu'il comprenne où il doit aller et pour atteindre la transformation souhaitée et enfin résoudre son problème qu'il est venu chercher chez moi pour la résolution en tout cas. Et ça, c'est toute une manière de travailler que j'enseignais d'ailleurs. Et l'idée, c'est de se dire, c'est de la formation avec de l'accompagnement et avec un suivi et que tout soit au même endroit. Moi, il y a un truc qui me rend dingue, c'est je mélange pas vie privée, vie professionnelle sur mon téléphone. C'est-à-dire que je n'ai aucune notification des réseaux sociaux, etc. Et mon WhatsApp, je le partage pas. À part avec des partenaires, des collaborateurs, voilà, mais les clients n'ont pas mon numéro de téléphone. Mais de recevoir un message par email, ensuite sur Instagram, ensuite sur Facebook du même client parce qu'il veut me contacter, moi, ça me rend dingue pour le suivi. Tout doit se passer sur le même canal parce que pour apporter de la qualité en faisant de la masse, eh bien, il faut avoir des process. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, si tu veux pitcher My Club, en une ou deux phrases à un inconnu, tu lui dirais quoi? Je lui dirais donc My Club est une plateforme de coaching et de formation en ligne qui vous permet de réellement transformer des vies avec un accompagnement personnalisé et une formation qui amène des résultats. Donc l'idée, c'est de se dire que tu peux vraiment impacter la vie de ton client, que ce soit la vie professionnelle ou la vie personnelle de ton client, parce que tu vas créer un produit, si tu utilises les fonctionnalités de My Club comme il se doit, tu vas créer un produit que ton client va adorer en fait. Ok, très stylé. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je veux pousser le suivi à fond, par exemple, si je prends mon bootcamp masterclass que j'avais créé l'année dernière, au départ, j'avais utilisé School. Après, j'ai migré vers Thrivecart. J'avais acheté du coup Thrivecart en achat c'est du one lifetime. time, quoi. Ouais. C'est du lifetime, ouais. Aujourd'hui, je suis pas satisfait parce que je le trouve pas ouf. Et du coup, comme tu dis, là, j'ai plus Stripe, donc je peux plus utiliser Thrivecart pour encaisser, donc il me sert à rien. Et on en parlera du coup en privé. D'ailleurs, dites-nous s'il y en a qui ont des sociétés à l'étranger, si vous voulez un podcast sur les optimisations sur ce sujet-là. Ça peut être intéressant. Ça sera intéressant. Du coup, aujourd'hui, là, les autres sessions du bootcamp que j'ai fait, j'avais Thrivecart et j'avais un Notion en fait assez poussé où je cochais des cases pour le suivi en fait pour m'assurer que est-ce que telle ou telle personne était présente au live. Si jamais elles n'étaient pas présentes, je les relançais. Est-ce qu'elles ont pris les rendez-vous individuels? Est-ce qu'elles regardent bien les modules, etc. Donc c'est vrai, pour le suivi, j'avais besoin d'outils externes. Et après, on utilisait Discord pour le groupe. Pour les communautés. Donc ça permet déjà on utilisait 3 outils. Après, je compte pas les outils que j'ai déjà de base. Par exemple, j'ai You Can Book Me pour les rendez-vous, j'ai mes pages de tunnel, etc. Mais bon, pour l'accompagnement, on va dire que j'avais Thrivecart.
Notion et Discord. C'était Oui. la principale stack d'outils. C'est vrai qu'on a tendance à diversifier le nombre d'outils parce que pour nos besoins et pour répondre à la demande de nos clients. Nous, MyClub, donc effectivement, tu vas créer une formation ou comme toi, par exemple, un bootcamp qui est lié à une formation en ligne. Donc, un bootcamp, tu me dis si je me trompe, mais il y a une formation à suivre sur un temps donné et en même temps, il va y avoir de l'accompagnement de groupe et individuel avec des challenges. C'est ça? Moi, mon bootcamp, je l'avais fait autrement. Comme du coup, la masterclass, tu as une deadline quand même. Tu as une date Oui. butoir, tu sais, où tu te dis, bah, je vais faire ma masterclass tel jour parce que Mm. du coup, il faut que je lance ma cohorte. Du coup, moi, je fonctionnais plutôt en rétro-planning où je disais, voilà, on se donne 2 mois pour que tu construises toute ta masterclass, tout ton Ah tunnel, oui. tes contenus de lancement, etc. Et du coup, il y avait un thème précis par semaine. Euh, un live résolution de problématiques parce que du coup moi j'aime pas dire que je suis coach même si mes Oui. clients me disent que je suis coach. Le coaching pour moi c'est plus lié au mindset, des sujets un peu d'introspection, des choses comme ça. Moi je suis plutôt un consultant et du coup moi c'est vraiment pratico-pratique. C'est tiens, est-ce qu'on peut corriger mes emails? Tiens, mon tunnel il fonctionne pas, j'ai tant de conversions, qu'est-ce que je peux résoudre? Qu'est-ce que tu penses de ma page de vente? Et je donne des solutions concrètes, c'est-à-dire que vraiment tu pars de la session live avec une solution concrète à appliquer tout de suite. Ça, Donc c'est grosso cool. modo, c'était Ouais. ça. C'était chaque semaine, tu as une vidéo à regarder où je te dis quoi faire. Tu as le live pour résoudre les problèmes si jamais tu as des blocages. Mais à la fin de la Tu as semaine, des normalement, tu as ressources, mis en place un j'imagine. truc Mm. Oui. pour ta Pour masterclass. Et tu as des avancer ressources, pour la bien sûr. masterclass. Voilà. Tu as des templates de pages, tu as des Oui. prompts de copywriting, des choses comme ça. Donc, effectivement, donc si on reprend l'exemple de ton bootcamp intégré dans MyClub, il y aurait la partie donc, vidéo de préparation avec les ressources qui seraient en mode formation en ligne. Il y aurait un live par semaine mis en place, donc avec le live, avec tous les inscrits à l'intérieur du bootcamp. Tu verrais la liste des personnes qui sont là et donc tu pourras leur envoyer enfin ils auront tout le calendrier avec l'intégration que tu choisis, donc soit Google Meet ou soit Zoom pour l'instant. Donc nous l'objectif c'est d'avoir quelque chose aussi de natif à l'intérieur au niveau de la visioconférence. Et l'idée c'est de se dire, voilà, donc tu as tout. T'as 2 mois, donc un live par semaine, ça fait 8 lives. Donc tu vas mettre tes 8 lives, il y a les 8 dates. Ceux qui ont pris une version premium ou VIP, ils vont avoir droit, j'imagine, à 2 ou 3 séances individuelles. Je donne un exemple de ce type-là. Donc il va y avoir ce qu'on appelle chez nous du coaching mixte. C'est-à-dire que tu vas pouvoir proposer du groupe plus de l'individuel. Le groupe, c'est toi qui planifies les rendez-vous en avance. Et l'individuel, là, le client, il pourra prendre rendez-vous avec toi sans que tu utilises You Can Book Me parce que c'est natif à l'intérieur de MyClub avec la prise de rendez-vous, la gestion du lien donc de visioconférence et le calendrier avec ton agenda qui est connecté si tu décides de le connecter. Et tout ça est à l'intérieur de MyClub, ça t'évite du coup d'ajouter Calendly ou You Can Book Me, d'ajouter un Notion pour le suivi et Thrive Learning pour faire le suivi de la formation. Et tout est au même endroit. Et donc, pour ton client, c'est beaucoup plus simple. Et puis, nous, on a été beaucoup plus loin que juste le live. C'est-à-dire que quand tu fais ton live, tu pourras donc donner l'accès au replay et un compte rendu du live. C'est-à-dire que, imaginons, durant ce live, tu dis, voilà, je vous conseille de faire ci, ça pour la semaine prochaine. Tu leur mets un compte rendu et tu peux leur joindre une ressource que tu vas créer spécifiquement ce jour-là parce que tu te dis, ils ont besoin de cette ressource-là, je vais la créer et je vais l'ajouter et tu l'ajoutes en plus donc dans les séances. Et chaque semaine, tu pourras faire la même chose. Les clients, ils ont juste à se connecter à leur espace et ils voient sur leur agenda, donc ils ont rendez-vous tel jour, telle heure, ils cliquent sur la petite caméra, ils ont accès à ton live et ils peuvent suivre la formation. Très cool, très cool. Est-ce que en créant, si je vais plutôt sur la partie du coup création de SaaS, est-ce qu'il y a des défis que tu as rencontrés en créant MyClub? Oui, il y a eu un défi que j'ai rencontré quand on a créé MyClub. En fait, déjà, tu as ton idée. Quand tu fais du SaaS, tu as ton idée et tu as après tout le développement. Le développement, il prend des mois.
donc de ton produit, et il arrive qu'il y ait donc des changements au niveau du marché, etc. Et donc du coup, tu dois refaire, recommencer, des fois recommencer de zéro, etc. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une petite partie qui était adaptée au monde de la formation réglementaire en France, CPF, Calliope, compagnie. Et quand on a fait le lancement, effectivement, eh bien, on n'a pas eu autant de clients que ce qu'on s'imaginait parce que c'était la crise du CPF qui commençait, etc. en France. Et il a fallu qu'on fasse un pivot. Ce pivot, il a dû être double. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer le parcours coaching intégré. Quand je dis coaching, c'est coaching, consulting, accompagnement intégré. Et mettre de côté cette communication autour de cet outil-là qui est développé. Hein. On a cette fonctionnalité à l'intérieur du logiciel, mais on n'en parle plus du tout parce que nous, notre volonté est d'avoir une clientèle à l'international. Alors, regarde, toi, tu es à l'île Maurice. Moi, je suis aux États-Unis. Déjà, rien que les Français qui sont expatriés, on est nombreux. Et ensuite, il y a tout ce public anglophone. Et l'idée, c'était de se dire, bah voilà, on a travaillé pendant des mois, donc dépenser de l'argent, travailler sur une feature qui finalement n'est pas notre kill feature, n'est pas la feature qui fera toute la différence de chez MyClub, et on doit repartir sur autre chose. Ça, quand tu es un entrepreneur débutant, c'est impossible de supporter ce stress. Impossible. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense que créer un SaaS, à part peut-être quand tu es un tech et que tu connais justement ces challenges que tu peux avoir, eh bien, il faut être prêt, en tout cas, à assumer des modifications. Alors que quand tu fais un lancement d'une formation, ton public, il n'a pas été réactif, bah, tu changes ta com, tu n'avais rien fait, en fait. Quand je dis tu n'avais rien fait, tu n'avais pas créé de contenu. Contrairement à là où on avait créé du code, etc. Donc ça, voilà, ça c'est un des gros challenges qu'on a eu au sein de MyClub. Ça a été le pivot. Mais ce pivot, il a été payant parce qu'aujourd'hui, clairement, nos clients et puis ceux qui commencent à nous connaître, etc., nous connaissent comme étant la plateforme du high ticket, la plateforme qui apporte de l'accompagnement de qualité. Très stylé. C'est vrai que ouais, le marché du CPF s'est cassé la gueule. Il y a quand même des gens qui font Calliope du coup sans CPF. Oui. Mais ouais, ça s'est cassé la gueule parce que du coup, je crois que c'est devenu. Enfin, tu dois avancer une partie, donc j'imagine que pour le B2C, enfin les gens, le particulier lambda, c'est moins facile, quoi. C'est moins tentant de dépenser son CPF. Oui. Tu vas faire plus gaffe. Je voulais te poser une question concernant MyClub, mais j'ai perdu la question. Du coup, je vais prendre la suivante que j'ai. C'est. Ouais. Vas-y. Je vais te poser celle-là. Alors, est-ce que si jamais moi, par exemple, je veux créer un SaaS, est-ce qu'il y a un conseil que tu me donnerais Est-ce qu'il y a un conseil que tu me donnerais Le conseil que je te donnerais, c'est... je te donnerais 2 conseils. C'est d'être préparé mentalement. Parce que c'est un business model qui est complètement différent de l'infopreneuriat. Pour parler de manière crue, c'est super dur. Franchement, c'est super dur. Et le deuxième conseil, c'est d'avoir de l'argent de côté pour vivre, parce que lancer un SaaS, c'est une start-up, même si le mot start-up dit que c'est censé décoller très vite, ça décolle pas en quelques mois ou quelques semaines. Et donc, du coup, tu dois réinjecter. Et donc, pour vivre, si tu donnes tout ton temps à ce SaaS, il faut que tu aies de l'argent, en tout cas, qui puisse te faire vivre au quotidien. Donc, c'est les 2 conseils que je donnerais, c'est travailler un mental en béton pour ça. Ouais. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est en gros une formation, tu peux la prévendre avec une audience, c'est-à-dire générer des ventes sans avoir créé quoi que ce soit. Ça, c'est la bonne façon de faire parce que j'ai plein de prospects qui viennent vers moi après avoir créé le truc. Et après, ils s'étonnent que ça se vende pas. C'est ça. Aujourd'hui, si tu vends un SaaS, c'est rare de faire de la pré-vente, j'imagine. Sauf si tu fais du... je sais plus comment ça s'appelle. Du micro-SaaS. Il y en a, ils font du micro-SaaS. Pas du micro-SaaS, mais en gros, je sais plus comment ça s'appelle. Du crowdfunding, voilà. Crowdfunding et ensuite peut-être création d'une VR. Oui, mais voilà. Après, il faut du crowdfunding pour un SaaS. Quand c'est un gros SaaS, un vrai SaaS, ça coûte très cher. Donc, lever beaucoup d'argent en crowdfunding, c'est possible. Hein. Je ne dis pas que c'est impossible, mais après, il faut voir comment tu tiens cette cadence-là. Par contre, il y a aussi tout un monde, un écosystème aujourd'hui qui commence à se développer. C'est le monde du micro-SaaS. Et le micro-SaaS, il peut ressembler un petit peu à la formation en ligne parce que ça va être des micro-solutions
qui vont être proposés et qui sont beaucoup plus faciles et rapides à créer quand tu as une équipe derrière de dev, un dev ou deux devs, qui pourront créer la feature. Là, tu fais une prévente, un mois après, le produit il est lancé. Mais ça, Ouais. c'est que pour du micro SaaS. Ouais, j'en vois de plus en plus là sur LinkedIn. Par exemple, j'ai eu un client qui était CMO pour des SaaS et il a créé un outil pour créer des posts avec l'IA. À la base, Oui. le truc, c'était une page blanche, deux, trois trucs à remplir, tu vois. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai outil, un an après. Et ouais, c'est très stylé de faire ça. Maintenant, du coup, MyClub, c'est beaucoup plus complet, parce que du coup, pour héberger de Oui, l'information, faire du suivi, etc., je pense que ça demande plus de ressources. oui, oui, Aujourd'hui, du oui. coup, si je comprends bien, tu as créé MyClub, enfin, vous avez créé MyClub avec ton mari, euh, sur fonds propres, du coup. Sur fonds propres, exactement. On n'a pas fait appel à des investisseurs ou des business angels. On ne sait pas si on le fera un jour, hein, mais aujourd'hui, on est toujours sur fonds propres, etc. Et c'est vrai que l'objectif, c'était de garder cette indépendance. Parce que quand tu as 15 ans d'entrepreneuriat derrière toi, tu as envie de garder ton indépendance. Mais bon, Ouais. peut-être qu'un jour, je changerai d'avis, j'en sais rien. Mais oui. Petite coupure pub, pour ceux qui cherchent à lancer ou à structurer leur programme en ligne, j'offre une méthode pour générer des ventes toute l'année sans s'épuiser. Le lien est en description pour ceux qui veulent découvrir cette approche. Et ça tombe bien, si tu crées un nouveau programme ou que tu cherches un nouvel outil pour ton programme en ligne pour améliorer le suivi et t'approcher des 80% ou 100% de complétion avec l'aide d'Amel, on a justement une surprise pour toi. Amel, je te laisse prendre le relais. Donc, si tu veux tester aujourd'hui donc MyClub et voir si ça te convient, tu peux donc prendre l'essai gratuit avec le lien aussi en description en mettant le code Kevin30 et ça te permet de tester la solution pendant 30 jours plutôt que 14 jours habituellement offerts. Voilà, et ça te permet d'accéder à n'importe quel niveau d'utilisation de MyClub. Tu as accès à toutes les fonctionnalités. Top. Bah, merci beaucoup pour cet essai, Amel. Avec Justement, plaisir. tiens, j'ai une question moi qui me venait en tête pour que tu nous mettes un peu l'eau à la bouche. Est-ce qu'il y a des features qu'il n'y a pas actuellement mais qui sont prévues du coup dans la roadmap? Oui, donc c'est une feature qui nous a été beaucoup demandée par nos clients. C'est la feature des communautés. Donc on va travailler en 2025 sur notre premier trimestre 2025 sur l'ajout d'une feature qu'on appellera les clubs, forcément comme My Club. Donc avec la possibilité de créer sa communauté à l'intérieur de My Club liée à une formation, un bootcamp ou un coaching. Donc ça c'est une des grosses features qu'on aimerait voir arriver donc début 2025. Et on va créer davantage de choses natives à l'intérieur, comme par exemple, là, on a créé tout un tas de moyens de paiement, le paiement customisé. Par exemple, toi, tu as l'île Maurice, si tu as envie de faire payer tes clients mauriciens avec Joyce, c'est possible avec MyClub. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a mis en place et on est assez fiers de l'avoir fait. Donc, en tout cas, la feature qui va arriver, ça va être, je pense, les clubs. Top, très stylé. En tout cas, je pense que pour mon nouveau programme, si tu as écouté les précédents épisodes, Oui, peut-être que je vais essayer My Club. Il y a moyen. top, 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 top. Et je vous ferai même peut-être une démo sur YouTube. Amel, on a pas mal parlé de SaaS, on a parlé de ton expérience dans l'infoprenariat, qui est quand même assez avancée avec. Enfin, tu as commencé assez tôt. À l'heure où moi je découvrais à peine Facebook en tant que particulier, toi tu avais déjà ton business dessus. J'aimerais bien qu'on parle d'expatriation justement. Euh, donc toi, tu as été pendant 3 ans, si je ne me trompe pas, à l'île Maurice. Ouais, 3 ans Maintenant, et tu es demi. en Mm, mm. 3 ans et demi, et maintenant tu es en Floride, ça fait quelques mois déjà. Oui, ça Euh, fait quelques mois. Ouais. Tu dirais que c'est quoi le truc que tu as appris, la leçon principale que tu as apprise sur l'expatriation? La leçon principale, je pense qu'il y en a plusieurs déjà en fait. Mais la leçon principale, c'est l'ouverture à soi et l'ouverture à l'autre qu'on apprend encore plus quand on s'expatrie. Ça, c'est vraiment l'une des plus belles choses et puis qu'on a pu offrir aussi à nos enfants, c'est cette ouverture au monde. Et tu sais, c'est quand on s'expatrie en plus et qu'on a des enfants, c'est de dire aux enfants, regardez, tout est possible. Et ils vivent avec cette idée-là, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut leur faire et qu'on se fait. C'est de s'autoriser à tester des choses. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mais jamais je pourrais revenir en arrière, jamais je pourrais faire ci, si je teste un truc, etc.
Et pourquoi pas, en fait? Il n'y a pas de problème de revenir en arrière, de recommencer différemment, etc. Et ça, c'est l'une des expériences les plus magnifiques de l'expatriation. Ça, pour moi, c'est ça. Mais et puis j'en ai une deuxième qui est assez intéressante pour le public qui va nous écouter parce que depuis que j'habite aux États-Unis, donc ça va faire quasiment 6 mois, j'ai découvert c'est quoi le vrai high ticket. Ah ouais? Et en fait, ouais. Et je comprends pourquoi ça s'est cassé la gueule en fait en France. Parce que il y avait ce problème de high ticket qui est vendu par des marketeurs où ils vont vendre donc des formations, ils vont en vendre 2000, 3000, 4000 par an, ces personnages-là. Et derrière, il n'y a aucun accompagnement. Il y a juste ce qui est high ticket, c'est le prix et la transformation vendue et pas la transformation vécue, d'accord? Et ça se passe pas comme ça aux États-Unis. Le high ticket, tu l'as au quotidien, au supermarché, tu l'as quand tu prends une assurance, tu l'as mais partout. En fait, c'est la culture du service. La culture du service. Et je trouve ça dommage en fait qu'en France, on ait voulu copier un modèle, mais qu'on n'ait pas copié la totalité du modèle qui aurait pu fonctionner. Ça, c'est l'un des premiers constats que je fais. Et je comprends aussi pourquoi le membership fonctionne pas en France. Parce que ça fonctionne pas avec moi en tant que Française au State. Je prends pas de membership. Vous voulez ça? Non, j'en veux pas. Vous voulez ça? Non, j'en veux pas. C'est pas dans notre culture de payer tous les mois voilà, des memberships à droite, à gauche. Ici, ils ont tous des memberships pour tout. Pour tout. Ouais. C'est dans la Ouais, c'est culture. vrai que je suis abonné à des créatrices un peu avancées dans Ouais. l'infoprenariat aux US. En tout cas dans l'infoprenariat anglophone, et c'est vrai que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement de membership. Et c'est vrai que je suis pas passé à l'action. Ouais. Non, parce que c'est pas du tout dans notre culture. C'est pas du tout dans la culture européenne, hein, parce que même chez les Anglais, parce que c'est pas spécifique aux anglophones, c'est spécifique aux Américains. Ça marche chez les Canadiens francophones et anglophones, et ça marche chez les Américains des États-Unis. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez particulier. Et là, tu le comprends en fait. Ici. Tu verras pas quelqu'un avoir YouTube. Moi, par exemple, j'utilise Spotify, mais je paye même pas l'abonnement. Je supporte les pubs toutes les 30 minutes et pour moi c'est normal. Mais pour un Américain, c'est pas normal. Ah oui, ok. Moi, je Ils suis veulent un du peu confort à tout plus, prix. je suis un peu plus vers les Américains personnellement du coup, parce que moi, j'ai commencé à payer très tôt parce que la pub, je trouve ça insupportable. Moi, pour la Ok, petite intéressant. anecdote liée à l'expatriation, c'est Spotify. J'utilisais un VPN sur mon téléphone et j'avais mis dans mon VPN quand j'avais décidé qu'on allait partir aux États-Unis. J'avais mis le VPN que j'étais aux États-Unis et donc Spotify, j'avais les publicités des États-Unis et ça me permettait de Ah, travailler. Tu sais l'écoute de l'anglais américain. hmm. Ok. En parlant de VPN, moi, j'ai découvert que quand j'étais en Asie et que j'allais acheter une formation, il y avait des formateurs un peu avancés qui avaient un module qui offrait un tarif moins élevé si jamais tu étais dans un Ouais, pays considéré comme pauvre. Par exemple, j'étais, je crois, à Bali. Du coup, oui. c'était adapté à l'Indonésie et tu avais genre moins 40% automatiquement, quoi. Ah Un bah truc tu comme vois. ça. Non mais de toute façon, je vais vous donner une astuce toute bête parce que les Américains ils sont dingos sur les, enfin sur il y a des, c'est une astuce de radin, je vous le dis. Il y a le VPN. Moi j'utilise un VPN et je le payais 129 € par an. D'accord? J'utilisais NordVPN et tout ça. Et puis, bah, j'ai plus besoin d'utiliser parce qu'aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Et en fait, quand j'ai arrêté de l'utiliser, bah, j'ai résilié et bah, j'ai pas arrêté de recevoir pendant un mois des propositions d'utilisation de NordVPN à 19 €. Ouais. Je me suis dit, ils m'ont fait payer 129 € quand même. Ah ouais. Et c'est comme Euh, ça. Enfin, il y a plein de ouais. petites. Et c'est lié au pays dans lequel on vit. Et en fait, ça va être lié. Voilà. Le high ticket, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que pour toi, c'est beaucoup plus dur d'avoir un VPN en étant à l'île Maurice ou à Bali que pour moi aujourd'hui dans un pays où il n'y en a pas forcément besoin. Et donc, du coup, tu vas payer le prix cher. Alors qu'ici, bah, je paierais, comme je t'ai dit, 20 balles, 20 dollars le VPN. Hmm. Ouais. C'est marrant ça. Justement, en parlant de high ticket, est-ce que ça veut dire que tu as rejoint un gros programme aux Pas États-Unis? du tout. Non, Ah, j'ai pas comment rejoint du t'as tout. eu
cet Je le apprentissage vois du en coup? fait, parce que du coup, j'avais déjà remarqué la manière dont travaillaient les personnes que je suis sur les réseaux, enfin je suis surtout sur YouTube, etc. Et puis j'ai rencontré des gens en fait qui font du travail ici de type high ticket, etc. Et tu vois la manière dont ils travaillent en fait, c'est pas du tout le même genre en fait, c'est pas du m'as-tu vu et derrière il se passe ce qui doit se passer. Et ici, c'est tu me vois ou tu me vois pas. Dans tous les cas, mon produit, il est cool et quand tu vas l'acheter, tu vas kiffer. Il y a cet état d'esprit, en fait, qui est très présent. Et en fait, le high ticket, comme je te le disais, il est présent au quotidien aux États-Unis. Et les gens, ils sont prêts en fait à acheter. Par exemple, il y a l'interview, il y a une interview que j'ai vue la semaine dernière sur YouTube de la CEO de Yuka. Yuka, l'application pour scanner les aliments et les cosmétiques. Ouais. Ça fait Mm. 1 an qu'elle est en train de déployer l'application aux États-Unis. Elle est expatriée à New York pour une année encore et une année suivante. Et elle explique le fonctionnement et le comportement qui est complètement différent de l'Europe. C'est-à-dire que le client européen, il va télécharger Yuka, il va mettre 6 mois à 1 an avant de devenir payant. Et le taux de conversion sur les essais gratuits vers un essai premium, il est de 0,4%. D'accord ? Et aux États-Unis, donc, elle a doublé son nombre d'utilisateurs avec les États-Unis. Donc, ils sont passés de 7,3 millions à 15 millions d'utilisateurs. Et donc 8 millions aux États-Unis. Et sur ces 8 millions, eh bien, ils avaient donc un taux de conversion de 2% le premier mois d'utilisation. Ça Et tu booste te la dis, rentabilité, ça. voilà. Ouais, ça booste la rentabilité. Et c'est pour te dire qu'en fait, que ici, c'est une habitude de consommation de se dire, je paye pour avoir mieux. Tu comprends? Alors que Ouais. moi, j'ai déjà acheté du high ticket à un francophone et j'ai été déçue. La seule chose qui était high ticket, c'était le prix. Ouais, c'est C'était vrai le que c'est le prix. problème en France, ouais. C'est le problème en Oui, c'est le France. problème. C'est le problème et c'est pour ça qu'il y a eu ce côté où tout le monde a déchanté l'année dernière. Je me souviens très bien de l'ambiance l'année dernière sur les réseaux, c'est vous êtes tous des voleurs. Enfin, tu vois, c'était quand même, il y avait une ambiance quand même qui était quand même assez particulière dans l'écosystème de l'infoprenariat, mais parce que les gens qui sont là que pour vendre, il y en a beaucoup dans le business en ligne français. Ouais, ouais, j'en vois de plus Et en ici, plus. les J'ai gens, des ils ont une clients mission qui... de vie. Ouais. Voilà. T'en J'ai as des des clients clients, qui se j'imagine, qui te plaignent. disent, ouais, c'est ça. Ouais, bah, j'ai des clients, des prospects du coup, parce que du coup, ils ont acheté chez des francophones qui vont promettre monts et merveilles. Et derrière, quand Voilà. tu rentres dans le mastermind ou dans le programme en groupe où il y a des super coachs et tout, il n'y a plus rien. Les coachs, ils sont plus là, quoi. Il y a juste leur nom, en Voilà. fait. En tout cas, c'est de montrer que tu fais de la qualité. Du coup, il faut le montrer, et le rabâcher. Et le personal branding, il a encore plus de place. Voilà. Et le personal branding, il est hyper intéressant aux États-Unis aussi. Je vais lancer, petite info, je vais lancer une chaîne anglophone dans pas très longtemps sur Ah, YouTube en mode personal branding. Voilà, j'aurai mon accent qui sera bien présent, mais c'est pas grave. J'y vais. top. Très stylé. Écoute, moi, bah écoute, je regarderai ça avec curiosité parce que pendant longtemps, j'ai hésité moi-même. Euh, Parce que je sens que je suis plutôt à l'aise quand même en anglais. J'ai toujours Ouais. été bon à l'école. Parce que du coup, j'ai fait une partie de ma scolarité quand j'étais petit à l'île Maurice ici. Du coup, Bah oui, donc du dans coup, l'école publique, en fait, tu fais l'école en anglais. Du coup, quand je suis arrivé en France, tout le monde était en mode putain, il est bilingue et tout. Bon, cette aisance a diminué avec le système français, du coup, bah oui, et malheureusement. puis le manque de Mais pratique, ouais. ouais, c'est Mais ça. ça va C'est ça quand revenir. tu C'est pratiques comme pas au c'est comme quotidien. ouais, c'est ça. Mais comme tu étais enfant quand tu étais devenu bilingue, ça va revenir vite, hein. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai des facilités, on va dire. Euh, Écoute, on arrive à la fin du podcast. J'aimerais te Ouais, poser une dernière question pour clôturer. oui. Si tu pouvais donner un conseil à la version de toi-même en 2018, une fois que tu as shifté 1 an après dans l'infoprenariat, ce serait quoi ton conseil? C'est pourquoi t'as attendu autant de temps? Fallait y aller plus tôt et plus vite et parce que ça demande rien. Ça demande tes compétences en fait. Ça demande des heures de travail, mais ça demande aucun investissement. Il y a plein d'outils gratuits quand tu débutes. Il y a plein de choses qui te permettent d'avoir tes premiers clients. Mais il faut foncer en fait. Faut foncer. Ça c'est le conseil que je me donnerais à la Amel qui a hésité en fait à aller vers l'infoprenariat. Donc pur et dur. Ok, top. Et
Tu donnerais quoi comme conseil à la Amel de 2009? Allez, je vais me donner un vrai conseil parce que je pense que j'aurais pu faire le million beaucoup plus tôt. Peut-être que j'aurais lancé mon SaaS beaucoup plus tôt. C'est stay focus. En fait, je suis quelqu'un qui va me laisser distraire et attirer par des choses, etc. Et je laissais vivre toutes mes envies. Mais c'est aussi parce que j'avais aucune pression financière, etc. Tu vois, mon mari, il gagnait bien sa vie. Et donc, du coup, c'était comme si moi, je jouais quand je faisais de l'entrepreneuriat. Donc, si je gagnais, j'étais contente. Si je gagnais pas, bah, je gagnerai la prochaine fois. Tu vois l'idée? J'avais pas d'enfant. Enfin, c'était vraiment une période où c'était facile et sans stress. Et c'est vrai que, par contre, je me dirais d'être beaucoup plus focus et de tenir le coup sur une thématique pendant plus que 2-3 ans, quoi. Parce que je pense que le seul regret aujourd'hui que je pourrais avoir, c'est de ne pas être devenue cette figure d'autorité liée à l'accompagnement parce que j'ai eu des coupures avec d'autres idées business au milieu. Ouais. Ok, ça marche. Donc restez focus quoi. C'est vrai que j'ai pas mal de Ouais. clients qui, par exemple là j'ai une cliente à qui je pense qui veut absolument lancer une offre low ticket alors qu'elle a un programme qui marche. Elle a un tunnel qui marche, on va le travailler encore ensemble. Mais pour moi, aujourd'hui, elle n'a pas assez développé ce programme pour créer d'autres choses à côté, quoi. Faut faire attention, ça c'est le syndrome de l'objet brillant, c'est très à la mode ces temps-ci en France, le low ticket. Voilà, ils sont en retard encore hein, sur cette tendance-là. Ils sont revenus au gratuit hein, aux États-Unis, je vous le dis. Hein. Ils ont arrêté à nouveau le low ticket. Mais le low ticket, c'est très en vogue ces temps-ci et tout le monde en parle. Tout le monde dit ouais, j'ai vendu et puis ça permet de faire mon tunnel vers mon offre high ticket, etc., etc. Mais tu as raison de lui dire faut pas le faire parce que le problème, quand on crée une deuxième offre alors que sa première offre, elle est en train de prendre et elle a du potentiel, c'est que ça demande autant d'efforts et d'énergie une deuxième offre. Et peu importe l'offre qu'on vend en fait, qu'elle soit high ticket ou low ticket, c'est les mêmes stratégies. C'est la même intensité de travail, sauf que tu as des zéros en moins dans ton compte bancaire avec une offre low ticket. C'est ça, bah écoute, c'est exactement ce que je lui dis. C'est en fait pour le même nombre de ventes, tu vas avoir besoin du même nombre de prospects. C'est juste comme Ouais. tu dis, il y aura 2 zéros ou 3 zéros en moins, quoi. Donc Ouais, autant c'est te ça. concentrer sur le truc qui te ramène 2000, 3000, 4000 euros. Ouais, exactement. Surtout quand on n'a pas atteint un certain palier en fait d'automatisation ou qu'on n'a pas une assistante encore, etc., etc. Enfin, des gens autour de soi. Tu peux pas lancer une deuxième offre. Je suis pas contre le fait d'avoir plein de produits, hein, parce que moi-même j'en ai plein. Aujourd'hui, j'ai 3 activités, euh, mais il faut savoir le faire et savoir gérer son temps et avoir du soutien autour de soi. C'est ça, exactement. Écoute, on arrive à la fin du podcast. Avant de conclure, je voulais vous rappeler que pour ceux et celles qui cherchent à se simplifier la vente de leur programme en ligne avec un système qui fait ses preuves, je rappelle que je vous offre une méthode qui est dispo en description pour vendre toute l'année sans s'épuiser. Et si vous cherchez à tester une nouvelle plateforme pour apporter plus de soutien, plus de suivi et plus de taux de complétion à vos clients, dans ce cas, vous avez accès à MyClub avec 30 jours d'essai, 30 jours offerts, avec le lien en description et le code Kevin30. Merci beaucoup Amel, c'était un super épisode très complet. Si jamais j'ai des réponses de clients qui me parlent d'expatriation ou quoi, je pense que je t'inviterai à nouveau. Merci Kevin, merci beaucoup. Avec plaisir pour l'expatriation. J'ai plein de choses à partager sur l'expatriation. Nickel, bah à très vite. À très vite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.